Imaginez franchir les portes massives du château de Windsor. Dans la pénombre vacillante des chandeliers suspendus le long des murs de pierre, un silence épais règne. Ces pierres séculaires murmurent doucement les secrets qu'elles ont conservés pendant des siècles. Mais ce soir, elles vont être les témoins d'un autre secret, celui des rituels nocturnes de la reine Victoria. Vêtue d'une robe noire légère, elle avance lentement vers son boudoir, toujours en noir, signe éternel de son amour indéfectible pour le prince Albert. La lumière des bougies danse sur les rampes polies des escaliers, projetant de longues ombres qui s'étirent comme des sentinelles silencieuses. Aux alentours de minuit, l'atmosphère du château se transforme. Les domestiques, les dames de compagnie et les servantes attendent, figées dans une attention solennelle. Car le rituel du coucher de la reine Victoria n'est pas une simple préparation au sommeil. C'est une cérémonie soigneusement tissée de deuil, de superstition et d'un pouvoir absolu. Une fois la lourde porte refermée, nul n'a le droit d'entrer, même le plus fidèle serviteur. Lorsque la reine glisse doucement le loquet de la porte, ce simple geste prend la valeur d'un rite sacré. La relation que Victoria entretenait avec le sommeil était aussi complexe qu'exigeante. Bien qu'elle dirigeât un empire colossal regroupant plus de 400 millions d'âmes, son propre sommeil dépendait d'un cérémonial minutieux. Dans sa chambre parfaitement ordonnée, les tapisseries représentant des scènes champêtres anglaises se balançaient doucement à la lumière des bougies, tandis que la silhouette noire et rigide de la reine se fondait avec la coiffe qu'elle portait toujours la nuit. Rien n'était laissé au hasard. Les lampes illuminaient chaque objet avec précision. Les coussins étaient disposés à une distance exacte de la tête de lit, et même un mouchoir en lin écossais, à poignée d'ivoire, restait toujours posé au même endroit, qu'il soit propre ou non. Au premier coup de minuit, un moment particulier de cette liturgie nocturne était atteint. 10 coups lents et mesurés frappés à la porte. À Windsor, ce détail, insignifiant ailleurs en Europe, était sacré. Après le 10e coup, Victoria prononçait d'une voix grave « Entrez ». C'était Lady Hawkins, sa fidèle dame d'honneur, qui apparaissait alors, portant sur un plateau d'argent une bassinoire en porcelaine, une cuillère en argent étincelante et une petite bouteille de cristal contenant du brandy. Sans un mot, Victoria versait quelques gouttes d'alcool dans la bassinoire, murmurant « Contre les rêves pesants ». À ce moment précis, permettez-moi, chers auditeurs, de vous adresser quelques mots. Si vous appréciez cette plongée dans les nuits énigmatiques de la reine Victoria, je vous invite avec respect à soutenir cette chaîne Historien Silencieux. Abonnez-vous, laissez un commentaire et n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires avec la profondeur et la précision qu'elles méritent. Revenons à la chambre silencieuse où flottait un léger parfum de lavande et de camphre. Des senteurs choisies avec soin et apportées tout spécialement des domaines de Balmoral. Ces effluves composaient une barrière olfactive contre les ténèbres et les mauvais rêves. Pour Victoria, chaque image aperçue en rêve pouvait annoncer la prospérité ou, au contraire, la guerre et la famine. Ces songes dictaient parfois même les décisions de l'Assemblée d'État au matin. Depuis la mort subite du prince Albert en 1861, ces nuits s'étaient assombries davantage. Les exigences de Victoria avaient redoublé de précision. Les étoffes de la chambre étaient changées chaque soir, la hauteur des oreillers réglée au millimètre près et la température maintenue à exactement 16 degrés Celsius. Le moindre faux pas pouvait déclencher sa colère, comparable à une tempête se levant sur la mer du Nord. Même ses enfants n'étaient pas épargnés par cette discipline rigoureuse. Un soir, lorsque le prince Léopold voulut lui dire bonne nuit à 21 heures,
il ne reçut pour toute réponse que le bruit sec du verrou de la porte. Les rituels de Victoria fascinaient jusqu'aux diplomates européens, car on chuchotait qu'elle gouvernait même en dormant, dictant des lettres à propos des colonies dans son sommeil. La chambre était devenue un sanctuaire où chaque geste, chaque silence avait une signification. Lady Hawkins posait délicatement la bassinoire avant de se retirer en silence. Victoria, immobile, se glissait sous ses draps, veillant à ce que sa tête soit orientée strictement vers le nord. Sa main droite reposait sur son cœur, la gauche à ses côtés, ses talons joints et ses pieds légèrement tournés vers l'extérieur. Les draps tombaient parfaitement de chaque côté du lit, sans aucun pli désordonné. Cette obsession du détail se manifestait dans tout ce qui l'entourait. Son lit, conçu par des maîtres artisans écossais, était garni de crins de cheval et de laine, conformes aux protocoles royaux. Les oreillers alternaient entre fermes et moelleux, permettant à Victoria de doser précisément le soutien de sa tête. Au chevet, une petite cloche en argent attendait. Ce n'était pas une simple sonnette, mais un objet chargé de symboles. Chaque soir, avant de se coucher, Victoria la faisait doucement tinter, écoutant la perfection du son émis. Si le timbre se brisait ou semblait imparfait, elle y voyait un présage funeste. Dans ce cas, on envoyait la cloche chez un orfèvre londonien pour un examen minutieux. Les serviteurs postés dans le couloir n'étaient pas de simples sentinelles. Ils devaient écouter le moindre bruit, interpréter chaque frémissement de l'air. La reine Victoria était si sensible au moindre son que même le tic-tac des horloges devait disparaître. Ainsi, chaque nuit à 3 heures précises, l'imposante horloge comtoise au bout du couloir était arrêtée. Le serviteur chargé de cette tâche enveloppait délicatement le balancier dans un tissu de soie pour réduire le moindre bruit. Ce rituel était devenu si quotidien que les jeunes domestiques nouvellement engagés ne comprenaient pas toujours sa nécessité. Même les compagnons à 4 pattes les plus chers de Victoria, ces petits chiens poméraniens Fluffy et Turi, n'échappaient pas à cette discipline. Chaque soir, ils devaient dormir au pied du lit, immobiles, le museau tourné vers l'est. Si, par malheur, l'un des 2 chiens se retournait pendant la nuit, un serviteur était autorisé à entrer discrètement pour le repositionner sans troubler la sérénité de la chambre. Cette précision absolue inspirait autant la crainte que l'admiration aux proches de Victoria. Ses propres filles évoquaient les habitudes nocturnes de leur mère avec une fascination mêlée de respect et d'inquiétude. À leurs yeux, les rituels de Victoria n'étaient plus de simples coutumes. C'étaient des règles sacrées qui gouvernaient les nuits de Windsor. On racontait encore l'histoire tragique de Lady Flora Hastings, une dame d'honneur qui avait commis l'irréparable. Une nuit, elle avait laissé s'infiltrer un mince filet d'air froid sous la porte de la chambre royale. Dès l'aube, elle fut renvoyée sans autre forme de procès. Pour Victoria, la moindre perturbation dans l'ordre parfait de sa chambre représentait une menace directe à l'ordre impérial tout entier. Mais parmi tous les rituels de la reine, celui des chandelles restait l'un des plus impressionnants et des plus emblématiques. Chaque soir, 2 chandelles spéciales étaient allumées. Il ne s'agissait pas de simples bougies, mais de chandelles de cire d'abeille, confectionnées par un artisan renommé de Paris, dont la lumière dorée était réputée plus douce et plus constante. La hauteur des bougies, l'angle précis de leur placement, l'ordre dans lequel elles devaient être allumées, rien n'était laissé au hasard. La première chandelle trouvait sa place dans un candélabre proche de la porte, tandis que la dernière était toujours posée près du grand miroir. La lumière de cette dernière bougie permettait à Victoria de contempler sa propre image avant de fermer les yeux, un geste où se mêlaient mélancolie, pouvoir et rituel. Ces chandelles n'avaient pas qu'une fonction d'éclairage. Elles jouaient un rôle symbolique de protection. Victoria croyait que leur flamme veillait sur son âme et préservait la chambre des mauvais esprits. Conscients de l'importance capitale de ce rituel, les domestiques préparaient chaque bougie
avec le plus grand soin. La mèche devait être taillée à la taille exacte, ni trop longue, ni trop courte. Un soir, un jeune domestique commit l'erreur de couper une mèche trop longue, provoquant un vacillement inopportun de la flamme. Le lendemain matin, il fut congédié sur le champ après un regard glacial de la reine et une note officielle consignant sa faute. Dans cette atmosphère où le silence était à la fois une obligation et un art, chaque élément de la chambre racontait une histoire. Les portraits accrochés au mur représentaient les ancêtres et les proches de Victoria. Mais cela ne suffisait pas. La pièce abritait également une véritable cour silencieuse de statues de cire. La plus remarquable de ces statues était celle du prince Albert, grandeur nature, vêtu de son kilt écossais et tenant son sporran soigneusement poli. Ses yeux, rendus brillants par la cire, semblaient capturer la lumière des chandelles. L'emplacement de chaque statue était réglé avec la même minutie que le reste de la chambre. Une règle primordiale dictait que jamais le regard d'une statue ne devait se diriger vers le lit où reposait la reine. Tous les regards devaient se baisser humblement vers le sol, comme si ces figures silencieuses rendaient hommage à la souveraine même pendant son sommeil. Si Victoria se réveillait au matin et constatait qu'une statue n'était pas à l'angle exact, elle exigeait immédiatement des explications et des corrections. Une dame d'honneur raconta des années plus tard la scène la plus étrange qu'elle ait observée. Victoria, se levant doucement au milieu de la nuit, marchait lentement entre les statues de cire, effleurant leurs vêtements du bout des doigts et murmurant des noms anciens, entretenant un dialogue secret avec les fantômes du passé. La position de Victoria dans son lit n'était pas non plus laissée au hasard. Son oreiller était parfaitement aligné selon une orientation nord-sud, et ses serviteurs utilisaient une boussole pour vérifier cette précision chaque nuit. La moindre déviation entraînait une remontrance glaciale au matin. Avant de se coucher, la reine s'assurait que son corps adopte la position exacte prescrite. La main droite sur le cœur, le bras gauche reposant le long du corps, les talons joints, les pieds légèrement écartés. Même la chute des draps devait respecter une symétrie parfaite. Le choix du vêtement de nuit faisait lui-même partie intégrante de ce cérémonial. Sa chemise de nuit, taillée dans la plus fine mousseline blanche, était brodée de délicats motifs de violette. 2 dames d'honneur s'en chargeaient. L'une la faisait glisser sur les épaules de la reine, tandis que l'autre veillait à ce que la robe tombe sans le moindre pli. Victoria se tenait droite, les bras écartés, scrutant son reflet dans le miroir avec la dignité d'une souveraine, même à l'instant le plus intime. Après avoir enfilé la chemise de nuit, sa longueur était vérifiée avec rigueur. Elle devait se terminer exactement 1 pouce au-dessus des talons de ses chaussures, ni plus ni moins. Si l'ourlet était trop haut ou trop bas, les dames d'honneur devaient immédiatement justifier l'erreur. Et tout dans cette chambre contribuait à cet équilibre parfait, jusqu'au miroir lui-même. Installé à un angle précis, il devait permettre à Victoria de voir, depuis son lit, chaque détail de sa chambre. La lueur des chandelles, les silhouettes des statues, les plis des rideaux, sans jamais refléter la présence d'un serviteur. Pour Victoria, le miroir n'était pas seulement un objet fonctionnel. Il avait aussi un rôle protecteur. Elle croyait qu'il éloignait les mauvais esprits et garantissait que l'ordre régnait même en son sommeil. La nuit de Victoria n'était pas une simple succession de gestes méthodiques, mais une mise en scène où chaque détail devenait une manifestation de son pouvoir et de son deuil. Parmi les objets les plus précieux de sa chambre figurait son petit sablier personnel, posé toujours à la même place sur la table de chevet, à portée de main. Ce sablier, chef-d'œuvre d'artisanat, était conçu en cristal fin et cerclé de laiton doré, renfermant un sable blanc particulier. Il provenait d'une vallée écossaise que Victoria avait parcourue autrefois avec le prince Albert. Ce n'était pas qu'un simple instrument de mesure.
Pour la reine, il symbolisait sa volonté de contrôler le temps lui-même. Chaque nuit, avant de se coucher, Victoria prenait soin de retourner ce sablier de ses mains délicates, observant attentivement l'écoulement lent et silencieux des grains de sable. Cette observation était pour elle une source de paix et de contrôle absolu. Elle ne pouvait envisager de fermer les yeux tant que le dernier grain de sable n'était pas descendu. Et si malgré tout, le sommeil tardait à venir, elle ordonnait que le sablier soit retourné à nouveau, prolongeant ainsi la veille et obligeant les domestiques à maintenir encore plus longtemps l'ordre parfait de sa chambre. Cette obsession du détail s'étendait jusque sous la porte de la chambre. Chaque nuit, un valet était désigné pour se tenir immobile à l'extérieur, positionné de telle manière que la lueur des chandelles, filtrant sous la porte, projette l'ombre caractéristique de ses bottes et de ses jambes sur le sol. Cette silhouette, que Victoria pouvait entrevoir depuis son lit, avait pour fonction de la rassurer. Elle était un signe tangible que son empire veillait avec elle, même dans le silence nocturne. Mais cet exercice de précision était d'une exigence redoutable. La moindre fluctuation de la lumière, le moindre vacillement ou déplacement de l'ombre pouvait suffire à provoquer l'ire de la souveraine dès l'aube. Les domestiques se surveillaient entre eux, se chuchotant à voix basse. « Mon ombre est-elle bien placée ?» Aucun autre serviteur n'était autorisé à traverser le couloir devant la porte de la reine. Chacun devait contourner soigneusement la zone, afin qu'aucune autre ombre ne vienne troubler ce symbole sacré. À l'intérieur, rien n'échappait à l'œil vigilant de Victoria, pas même les lourds rideaux de velours pourpre qui encadraient ses fenêtres. Ce n'était pas seulement leur fermeture qui comptait, mais la perfection de leurs plis, la symétrie des motifs brodés d'or, représentant des roses, des violettes et des chardons. Les embrasses de soie, teintes d'un violet spécifique et ornées de pompons dorés, étaient choisies par Victoria elle-même et ajustées avec précision. Chaque soir, après que les rideaux avaient été tirés, Victoria se levait de son lit pour les inspecter personnellement, un par un. Elle observait chaque pli, chaque motif, exigeant une perfection sans faille. Une histoire persistait parmi les serviteurs. Après la mort d'Albert, Victoria avait un soir surpris un mince rayon de lune traversant un interstice entre les rideaux. Cette lumière crue, tombant sur le vide laissé par Albert dans le lit conjugal, était devenue pour elle un rappel douloureux de son absence. Depuis lors, les rideaux devaient être parfaitement fermés, comme pour exclure le souvenir même de la lune. Mais ces rituels dépassaient le simple cadre de la chambre. Ils incarnaient l'ordre intérieur de Victoria, sa manière de dominer à la fois le monde extérieur et ses propres émotions. Ainsi, même les parfums de la pièce étaient méticuleusement ordonnés. La reine Victoria avait une véritable passion pour les senteurs. Lavande, bois de santal, eau de rose et une pointe subtile de camphre emplissaient l'air de leur mélange harmonieux. Ces senteurs n'avaient pas seulement pour but de l'apaiser, elles constituaient une barrière invisible contre les énergies négatives et les mauvais rêves. Les sachets parfumés étaient préparés par un serviteur dédié qui veillait à ce que la lavande provienne toujours des jardins de Balmoral, que l'eau de rose soit fraîchement distillée et que le camphre soit conservé dans des coffres spécialement choisis. Chaque soir, ces senteurs étaient soigneusement dosées, placées aux endroits précis choisis par Victoria. Si l'équilibre des fragrances n'était pas parfait, si le parfum semblait trop fort ou trop faible, la reine pouvait exiger que la chambre entière soit aérée et réorganisée, même au cœur de la nuit. Même les chiens de la reine n'échappaient pas à cette règle olfactive. Fluffy et Toury devaient être délicatement frottés avec de la lavande avant d'être autorisés à entrer dans la chambre. Selon Victoria, l'équilibre des parfums était étroitement lié à l'équilibre des rêves, et toute perturbation pouvait troubler la paix de la nuit. Car pour Victoria, ces parfums incarnaient plus que de simples plaisirs raffinés. Ils étaient une langue silencieuse, celle du deuil,
et des souvenirs. La lavande calmait la douleur, l'eau de rose purifiait la mélancolie, le bois de santal apaisait l'âme, tandis que le camphre repoussait la maladie et le désespoir. Dans chaque effluve, elle retrouvait un lien avec Albert, avec le passé et avec une époque révolue qu'elle refusait d'oublier. La nuit de Victoria n'était donc pas un simple endormissement. Elle se transformait en un rituel d'une précision redoutable où chaque geste, chaque objet, chaque parfum, chaque ombre participait à la mise en ordre de son monde intérieur. Tout devait être parfait, les plis des rideaux impeccables, les chandelles brillant d'une lumière constante, les statues de cire inclinées comme il se doit, le sablier s'écoulant sans interruption, l'ombre fixe sous la porte, les chiens parfaitement immobiles et parfumés. Même en dormant, Victoria continuait de régner, et dans son sommeil, elle demeurait l'incarnation vivante de l'ordre impérial. La nuit de Victoria s'achevait toujours par le geste le plus intime, celui qui couronnait ce théâtre d'ordre et de silence, l'extinction des chandelles. Cette tâche n'était confiée à personne d'autre qu'à elle-même. Lorsqu'elle estimait que chaque détail était enfin à sa juste place, les rideaux impeccables, l'ombre du valet parfaitement fixée, les statues dans leur angle précis, les chiens endormis dans la position prescrite et les senteurs équilibrées. Victoria se levait lentement, prenant dans sa main l'éteignoir d'argent incrusté de nacre. Elle se dirigeait ensuite, d'un pas mesuré, autour de la pièce, en suivant un chemin défini. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, elle commençait par la chandelle la plus éloignée, celle proche de la porte, pour finir par la plus précieuse, celle placée à côté du miroir. Ce dernier acte n'était pas une simple routine, mais un rituel où la reine affirmait sa maîtrise jusqu'au dernier instant de la journée. Car pour Victoria, même l'entrée dans l'obscurité devait être orchestrée selon sa volonté. Avant d'éteindre la dernière chandelle, Victoria accomplissait un autre geste qui résumait à lui seul la profondeur de son attachement et de son chagrin. Elle portait à ses lèvres un médaillon en forme de cœur, en or finement travaillé, qui renfermait 2 miniatures, l'une représentant le prince Albert, l'autre une image d'elle-même dans sa jeunesse. Ce médaillon était bien plus qu'un bijou. Il était le dernier lien physique et symbolique avec l'homme qu'elle avait tant aimé. Après avoir déposé un baiser silencieux sur ce médaillon, Victoria se tournait vers le miroir, contemplant une dernière fois son reflet illuminé par la lueur vacillante de la bougie. Puis, d'un geste précis, elle abaissait l'éteignoir sur la flamme. L'ombre de la reine disparaissait en même temps que la lumière, dans un geste maîtrisé, plein de mélancolie, mais aussi de dignité. Ce n'était pas seulement la fin de la journée, c'était la fin d'un chapitre, chaque nuit une scène à part entière dans le théâtre intime du pouvoir impérial. Mais même une fois la pièce plongée dans l'obscurité, l'ordre régnait encore. Car le silence absolu, imposé à tous ceux qui veillaient au château, n'était pas le fruit du hasard. Il était savamment orchestré, réfléchi et contrôlé. La cire d'abeille des bougies désormais éteintes, les silhouettes silencieuses des statues de cire, le doux parfum de lavande et de bois de santal flottant encore dans l'air, l'ombre du valet toujours visible sous la porte. Tout cela formait un sanctuaire de calme impérial. Victoria dormait enfin, mais même dans son sommeil, elle restait souveraine. Sa posture demeurait parfaite, sa tête strictement orientée vers le nord, sa main droite sur le cœur, ses draps tombant de façon symétrique et sa chemise de nuit impeccablement ajustée. Tout était pensé pour que son sommeil reflète l'ordre auquel elle avait soumis non seulement sa chambre, mais son empire entier. Et au matin, la lumière de l'aube effleurant doucement les rideaux tirés,
un autre rituel reprenait, celui du journal rouge, relié en cuir, posé toujours sur sa table de chevet. Ce carnet n'était jamais laissé ouvert à d'autres regards. Une dame d'honneur venait le matin, le saisissait avec précaution et le rangeait dans un tiroir spécial fermé à clé. La clé, elle, ne quittait jamais Victoria. Elle pendait au bout d'une fine chaîne en or autour de son cou. Dans ce carnet, la reine consignait en lettres minuscules et serrées les détails de ses songes, parfois des phrases inachevées, parfois des mots énigmatiques que seule elle comprenait. Car, pour Victoria, les rêves avaient valeur de prophétie. Ils n'étaient pas de simples images nocturnes, mais des messages annonciateurs d'abondance, de guerre ou de malheur. Bien que les ministres ignorassent la teneur exacte des notes prises pendant ces nuits, ils savaient tous que les décisions prises par Victoria au Conseil du matin étaient, bien souvent, inspirées par ce qu'elle avait vu et ressenti pendant ses songes. Jusqu'au moindre détail, la nuit de Victoria incarnait une quête obsessionnelle de contrôle et d'ordre parfait. La lumière des chandelles, le flux régulier du sablier, l'alignement des statues et des rideaux, l'équilibre précis des senteurs, la position immobile des chiens, l'ombre fixe du valet sous la porte, et même le silence soigneusement réglé de l'horloge arrêtée. Tout était signe de la puissance d'une femme qui, même dans le plus grand chagrin, refusait le désordre et l'imprévu. Chaque objet, chaque geste, chaque soupir silencieux du château participait à cette symphonie nocturne où se mêlaient deuil, pouvoir et obsession. Windsor n'était plus seulement un palais, c'était devenu un sanctuaire intime où la reine Victoria, jusqu'à sa dernière nuit, régna en maîtresse absolue non seulement sur un empire, mais aussi sur les moindres détails de ses nuits, de ses rêves et de ses souvenirs. Et même lorsque la dernière bougie était éteinte, même quand Victoria fermait enfin les yeux, tout continuait de tourner autour d'elle. L'ordre, la mémoire, la discipline. Car même dans l'obscurité, Victoria restait impératrice.